Allez, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy, alias Farrier Frenchy, qui est pompier professionnel au Texas. Donc Tout à Jérémy, fait. il va nous expliquer un peu son parcours, comment il a été amené déjà à faire le métier de pompier et de l'exercer aux États-Unis. Tout à fait, tout à Donc fait. Bah, déjà, salut. ouais, première question, Jérémy, Ouais. comment t'es venu à Moi, je suis arrivé aux États-Unis il y a pas mal de temps. Je suis arrivé en 2007, à l'âge de 19 ans. Je voulais faire l'expérience d'un truc un peu différent, de voir autre chose que la France. Et donc, j'étais venu ici en tant qu'étudiant. J'étais censé rester un an. Et dans l'année en fait où je suis arrivé, je suis rentré pompier bénévole à la base. Et ça m'a vachement plu. Et donc, du coup, bah, j'ai essayé de me débrouiller pour pouvoir rester ici de manière plus ou moins évidente. Et maintenant, ça fait 17 ans que je suis là. Déjà, attends, Ah oui, c'est incroyable quand j'y repense. Ouais, ça fait 17 ans que je suis aux États-Unis maintenant. Et pompier professionnel depuis 8 ans, ouais. Depuis 8 ans. ok, d'accord, d'accord. Parce que tu as la nationalité américaine? Alors, j'ai pas la nationalité encore, je pourrais y prétendre, mais je l'ai pas encore. C'est juste de la paperasse à s'occuper. Par contre, oui, j'ai une carte verte pour pouvoir rester ici. Je me suis marié éventuellement avec une américaine bien des années plus tard après être resté ici. Et c'est en gros comme ça ce qui m'a permis de rester aux États-Unis de manière permanente, quoi, on va dire. D'accord. Donc en fait, pour pouvoir être pompier aux États-Unis, il n'y a pas besoin de la nationalité, mais il faut avoir la green card. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas forcément obligé d'avoir la nationalité, mais du moment que tu as le droit de travailler, de résider légalement aux États-Unis, en fait, la green card, ça te donne un statut de ce qu'ils appellent un résident permanent. Donc, même si c'est pas comme la nationalité, tout à fait, ça donne quasiment tous les mêmes droits qu'un citoyen américain, à part avoir un passeport et voter pour les élections présidentielles. Ok, très bien, ça marche. Mais sinon, toi, en France, tu as déjà été pompier, par exemple pompier volontaire ou pompier militaire comme à la brigade des sapeurs-pompiers de Non, Paris pas ou du au tout. bâton marin? Non, pas. Pas du tout. J'ai la particularité de jamais avoir été pompier en France. Je connais quand même, je vais pas dire pas mal, mais je connais quelques Français qui sont pompiers ou aux États-Unis ou au Canada. Dans la vaste majorité des cas, ils ont tous été pompiers professionnels en France avant de devenir exercer en Amérique, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, quoi. Donc, je suis Ok, ok, une très bien. particularité dans ce milieu. Alors, les pompiers, c'est toujours un truc qui m'a intéressé. C'est un truc que j'avais l'intention de faire en France, mais en fait, j'ai jamais eu l'occasion de le faire en France parce que je l'ai fait ici. Et au final, je suis resté ici et voilà, quoi. Comme je dis, j'étais venu à 19 ans. J'ai commencé les pompiers à 19 ans en tant que bénévole, donc de manière 100% bénévole, vu que je pouvais pas travailler en étant sous un visa d'étudiant. Et donc j'ai fait du bénévolat pendant 4 5 ans. Ensuite, je suis parti faire d'autres trucs. J'avais un peu d'autres projets professionnels et la vie m'a emmené un peu ailleurs. J'ai habité un an à Austin, au Texas, 2 ans à Chicago. Ensuite, je suis revenu à Houston. J'ai travaillé ailleurs pendant 2 ans et je suis revenu dans les pompiers en tant que professionnel. Voilà. Ok, d'accord. Et sinon, tu as parlé justement qu'il y avait d'autres pompiers français aux États-Unis. Vous êtes nombreux de Français comme pompiers? On n'est pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Ouais, on est peut-être comme ça, juste en y pensant comme ça, j'en connais 5 ou 6. Il y en a pas mal au Canada en fait. Il y en a beaucoup au Canada, on va dire, parce que il y a beaucoup de gens qui parlent pas forcément anglais ou quoi que ce soit. Donc pour eux, c'est plus simple d'aller au Canada. Enfin, c'était plus simple avant d'aller au Canada parce qu'ils ils pouvaient être pompiers, on va dire, en Amérique sans la barrière de la langue. Donc déjà, c'était un gros plus. Et puis c'est surtout que le Canada en fait était vachement arrangeant avant et permettait à des ressortissants français de après avoir passé quelques années puis après avoir fait les papiers adéquats, il leur permettait de pouvoir obtenir soit une nationalité, soit une résidence permanente au Canada de manière beaucoup plus facile que ce qui se fait aux États-Unis, quoi. Aux États-Unis, c'est quand même assez
assez drastique comme solution pour pouvoir rester ici. Soit faut se marier, soit faut répondre à des conditions vraiment très 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 particulières. Alors qu'au Canada, bon, jusqu'à il y a pas très longtemps, en fait, ils ont arrêté, en fait, ils ont mis fin à ça il y a quelques mois, mais jusqu'à il y a quelques mois, c'était assez évident pour un Français de venir ici, enfin de venir au Canada et de pouvoir exercer le métier de pompier et éventuellement pouvoir rester ici de manière permanente. Voilà. Ok, d'accord. Et sinon, tu as parlé de pompiers bénévoles, donc c'est l'équivalent des pompiers volontaires chez nous. En quelque sorte, ouais, en quelque sorte. Sauf que moi, c'était vraiment du bénévolat, donc non rémunéré. Alors que les pompiers volontaires en France ont quand même une rémunération. On va dire que c'est un peu l'équivalent. Il y a encore ce système de bénévolat, mais dans mon coin maintenant, il y a beaucoup de bénévolat rémunérant en fait maintenant. Ils donnent une compensation. C'est pas vraiment un salaire, c'est plus une compensation pour ton temps. Donc c'est pas aussi élevé que ce que nous touchons nous en tant que professionnels, mais ils donnent quand même une compensation. Donc oui, en quelque sorte, c'est l'équivalent pour les pompiers bénévoles, l'équivalent des pompiers volontaires en France. Parce que dans les pompiers volontaires en France, tu as beaucoup de gens qui ont un métier ailleurs, qui sont profs, qui sont garagistes, ou peu importe, et ensuite qui viennent exercer le métier de pompier en deuxième occupation. Euh, on va dire que c'est un peu l'équivalent, oui. Dans le principe, c'est un peu la même chose. Ok, d'accord. Et là aussi, parce que les pompiers en France dépendent des SDIS, et vous, aux États-Unis, comment ça se passe? Vous dépendez de qui? Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons différentes de faire les choses. C'est pour ça que je donne jamais de généralité, parce qu'en France, tout est très, très normalisé, tout est extrêmement standardisé du nord au sud. Ça fonctionne quasiment partout pareil, bien qu'on me dise qu'il y a des différences ici et là. Tout fonctionne quasiment, pratiquement pareil du nord au sud, avec quelques différences et quelques petites variations ici et là. Mais ici, c'est quand même très, très, très différent. Il y a des systèmes qui dépendent des villes, par exemple. Alors moi, je suis au nord de Houston, au Texas, donc qui est Houston, qui est la quatrième plus grosse ville des États-Unis. On est au nord, donc on va dire dans le comté en fait, parce que c'est des systèmes un peu différents. C'est pas des départements, c'est des comtés. Il y a Houston qui est au sud de nous, donc ils dépendent carrément de la ville. Donc tout est géré par la ville. Ils ont un budget qui leur est alloué par la ville. Tout dépend du maire en fait. D'ailleurs, c'est plus ou moins bien pour eux. Ils avaient un maire horrible avant qui avait horreur des services de secours, donc il leur a mis la misère pendant 8 ans. Et là, ils ont un nouveau maire depuis quelques mois qui essaye de corriger le tort, on va dire, qui a été fait pendant 8 ans, pendant ces 8 dernières années. Alors que nous, on dépend en fait, vraiment, on dépend des citoyens aux alentours parce que c'est eux qui payent des impôts et c'est eux qui nous payent directement, en fait, comme ça. On dépend pas d'une ville, on dépend pas d'une municipalité, on dépend d'un service qui s'appelle un ESD pour nous, donc un Emergency Service District, donc un service un district des services d'urgence. Et ce qu'on entend derrière, c'est le départ. Donc, et ceux en fait qui sont en charge de collecter, on va dire, une sorte d'impôts locaux et enfin dans la localité, pas comme les impôts locaux en France, mais un impôt spécial pour financer les services de secours et ensuite de le redistribuer de manière on va dire équitable pour les pompiers, quoi. Ok. Tu viens d'expliquer que voilà, vous dépendez de ça, de fait des impôts, c'est des impôts qui vous financent. Mais je sais qu'aux États-Unis, il y a aussi la particularité des pompiers privés. On l'a vu notamment en Californie pendant les incendies. Il y avait des gens qui faisaient appel à des pompiers privés. Et j'aimerais que tu nous expliques cette différence, comment ça fonctionne de ce côté-là. Des pompes. Alors je connais pas spécialement le fonctionnement parce que c'est pas un truc qu'on pratique ici dans mon coin, mais en tout cas pas à ma connaissance. C'est comme une boîte de service qu'on engage, quoi, hein. C'est un contrat privé entre
une personne qui va payer pour un service et puis des gens qui vont exercer ce service. Et en fait, bah, ils viennent avec leur propre matériel, leur propre eau et tout ça, et ils sont en charge de protéger une structure ou un coin ou quoi que ce soit par les gens qui les payent pour ça. Donc, ça peut paraître étrange dans le principe, mais c'est un peu l'équivalent de, je sais pas, par exemple, un élagueur privé. Tu vois, quelqu'un qui viendrait couper des arbres chez une personne. T'as pas, il va pas aller couper des arbres dans toute la rue. C'est la personne chez qui il a été engagé. Il va venir rendre ce service. C'est un peu le même principe. Donc voilà, il y a des boîtes, des sociétés de privés pompiers, de pompiers privés. Et c'est comme ça en fait que ça fonctionne un peu. Donc je sais pas du tout combien est-ce que ça peut coûter. Alors ce que je sais, c'est qu'il y a aussi des boîtes d'assurance, donc des assureurs qui eux engagent ces services-là pendant que les pompiers municipaux, on va dire, sont occupés à gérer la sécurité du public. Il y a des pompiers privés en fait qui sont dispatchés, qui sont payés par des boîtes d'assurance parce que ça leur coûte largement moins cher de payer un gars, je sais pas, peut-être 50 ou 60 dollars de l'heure pour faire une mission de pompier plutôt que de repayer, pas, dans le cas des Palisades Fire comme on a vu à LA, que de payer je sais pas combien de maisons à 10 ou 12 ou 13 millions de dollars, quoi. Donc voilà, ça leur coûte largement moins cher et c'est quand même c'est des services très très lucratifs, quoi. Il y a beaucoup d'argent dans les pompiers dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, pas partout. Il y a des coins où c'est vraiment très 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 frugal, quoi. Il y a quasiment pas d'argent, mais il y a beaucoup d'autres. Par contre, en contraste, il y a beaucoup d'autres endroits où il y a aussi énormément d'argent et il y a vraiment de quoi vivre décemment aux États-Unis en tant que pompier, quoi. C'est pas la France à ce niveau-là. On doit avoir un sacré décalage parce que je te vois, j'arrête de parler, je te vois comme si t'étais encore comme ça. T'écoutes. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et les pompiers qu'on a pu voir intervenir sur les highways en forêt, c'est des pompiers sapeurs forestiers. Ouais. Est-ce, est-ce que tu peux répéter parce que t'as coupé, je t'ai pas entendu. Tu peux répéter? J'ai pas entendu la question que tu m'as dit. Ça a coupé un Ah peu et d'accord, j'ai pas aussi. je disais, les pompiers qui vont intervenir Ça coupe vachement en fait sur les de feux de ton forêt, côté. ce sont Ouais. des pompiers ou des sapeurs forestiers qui interviennent? Je sais pas, j'y connais pas grand chose au monde des feux de forêt. C'est Je pas un disais sujet qui que me. vont Ouais, intervenir sur les feux de forêt, ce sont ouais. Je vais te laisser finir parce que ah mince, tu m'entends ou
Il y a un sacré décalage. On a un décalage d'au moins 30 secondes entre le temps où je dis un truc et le temps où tu l'entends, je pense. Attends, ça... Ouais, ouais, c'est reparti. Bon, après cette petite pause, Allez, voilà, c'est reparti. c'est reparti. Mm. Donc tu me demandais si les pompiers qu'on avait vus, Ouais. hein, Ben, comme tu m'as dit, ouais. Ouais. les mecs qu'on avait vu intervenir à LA, ouais, bah il y avait un peu de tout. Hein. T'avais des pompiers de LA, t'avais des gens qui venaient d'un peu partout. On avait des gars d'ailleurs de Houston qui étaient partis là-bas. Ils sont rentrés il y a quelques jours là. Non, il y avait un peu tout. Hein. Il y avait un peu tout. Franchement, c'est. Mais après, c'est la Californie, donc c'est quand même très très loin d'ici. Et chaque État vraiment fonctionne Mm. totalement différemment. Je sais pas exactement comment ça fonctionne là-bas. C'est pas Californie, c'est pas un État qui m'intéresse plus que ça personnellement. Ok. Et sinon, ben, j'aimerais que maintenant on parle comment on fait pour devenir pompier professionnel aux États-Unis, pardon. Est-ce Ouais. qu'il faut passer un concours comme en France ou il faut avoir un diplôme spécifique? Alors la façon dont ça se passe ici, en fait, en général, faut que tu ailles décrocher un certificat de ton propre chef. C'est-à-dire que c'est un truc qui se passe dans des écoles, des universités ou en ligne. Comme moi, je l'ai fait, j'ai fait un certificat en ligne. Donc il y a toute une partie théorie et partie livre, en gros, études, partie académique, et ensuite il y a une partie pratique. Donc moi, ce que j'avais fait en France, j'avais fait toute la partie théorie en France pendant que je bossais en France. Je mettais l'argent de côté. J'étais revenu ici pour faire la partie pratique de 15 jours. Ensuite, alors c'est la formation vraiment très basique, vraiment très très de base, et ça donne un papier en fait, ça donne un certificat. Alors après, il faut aller passer le test d'État, mais une fois que tu as réglé tout ce processus, ça te donne un diplôme d'État en fait, de l'État du Texas pour moi, pour ma part, et c'est un des deux composants qui sont requis en général pour devenir pompier professionnel quelque part, parce qu'après il y a l'équivalent, on va dire pareil, mais avec une partie médicale en fait. Donc, là, on va dire 98% des cas, faut être déjà pré-certifié et faut être pompier et en même temps EMT, ce qu'on appelle. Donc voilà, faut avoir les deux. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est des certificats payants à passer. Hein, c'est à toi de les payer de ta poche. Donc c'est assez onéreux quand même parce que rien que pour s'inscrire. Alors moi à l'époque j'avais payé $2000, mais maintenant j'ai vérifié il y a pas très longtemps parce qu'on me posait des questions dessus. J'ai vérifié, il faut compter au moins $3000 pièce quoi. Donc rien que Ah $6000 oui. déjà rien que pour les certificats. Et après il y a tout le reste à prendre en compte, la location de tenue, l'hôtel, les repas, le transport, tout ça. Donc faut au minimum compter au minimum 10 000 balles quoi, pour les deux. D'accord. Et ça dure combien de temps à Ouais. peu près, la formation? Si tu le fais à un rythme soutenu, on va dire que les deux sont faisables en un an. Sinon, il y a beaucoup d'options en ligne en fait qui t'offrent de. C'est très très arrangeant les études aux États-Unis et ça te permet de faire les choses un peu à ton rythme. Donc il n'y a pas vraiment de marqueur de temps, on va dire. Il n'y a pas vraiment de date limite. C'est juste que faut le faire, voilà, faut le faire à ta vitesse et puis faut pas prendre des années parce que tu as quand même payé plusieurs milliers de dollars, donc ce serait bien de pas les gâcher quoi. Après, t'as un peu tout. T'as des épreuves, on va dire, en temps réel où tu t'y vas du lundi au vendredi à l'école, en université. Voilà, t'as des programmes spéciaux pour ça où t'apprends les bases du métier de pompier. Ou sinon, ouais, c'est à toi de le faire à ton rythme, un peu comme tu veux, quoi. Ok, Moi, j'avais fait à d'accord. mon rythme. Très bien. Ça t'a pris combien de temps, toi? Moi, entre les deux, on va dire, ça m'a pris un peu plus d'un an, je pense, en combiné entre les deux. Ouais. Et, ça m'a pris pas loin de, quoi, 9 mois. Bon, après, j'étais en France, je travaillais, je faisais tout ça. J'étais revenu, j'ai fait un séjour de 9 mois en France, en fait, au début de ma vie américaine, histoire de me remettre un peu à flot, financièrement et tout, parce que j'avais pas le droit de bosser ici.
Et, donc, en même temps, j'en profitais, je travaillais, et puis quand je rentrais à la maison, quand j'avais des jours de repos, trucs comme ça, je me mettais à fond dans les bouquins, je faisais tout ça en ligne, quoi. Ok, d'accord. Et bon, tu nous as parlé que voilà, il y avait le côté médical aussi, une formation médicale. Une Je crois formation savoir aux médicale. États-Unis, c'est très partagé entre intervention, tout ce qui est incendie, et les interventions de secours à personne. Tu peux nous expliquer cette spécificité qu'il n'y a pas en France où les pompiers sont plutôt polyvalents? Alors, il y a beaucoup de services où les pompiers sont polyvalents, exactement comme en France, par exemple. Encore une fois, je reprends l'exemple de Houston, qui est juste au sud de nous, à 30 minutes. Eux, ils sont polyvalents, en fait. Étant donné qu'ils dépendent de la ville, souvent, quand les pompiers dépendent de la ville, c'est eux qui gèrent tout. Parce que c'est des contrats qui sont négociés avec la ville pendant X années, tous les 5 ans, pour re-signer un contrat, pour stipuler la paye, pour stipuler les bénéfices et tout comme ça. Donc, vu que c'est géré par la ville, en général, tu vas dans les grandes villes, tu regardes Chicago, tu regardes New York, tu regardes Houston, tu regardes LA, Détroit, tout ça, c'est en fait la partie médicale est gérée par la ville. Tu regardes les plus petits services incendie, par exemple, comme moi où je suis, ou dans les comtés, des trucs comme ça. Il se peut que parfois, alors c'est pas une obligation, mais il se peut que parfois, comme c'est le cas pour nous, que les services médicaux en fait soient gérés par des contracteurs, par des, des gens en fait qui obtiennent des contrats comme ça de manière un peu privée. Alors c'est financé par de l'argent public, mais c'est des entreprises privées voilà qui assurent le service 911, ce qu'on appelle donc le 911, le service d'urgence. Donc l'avantage c'est qu'ils ont du matériel vraiment dernier cri, en général ils sont relativement bien payés, ils ont des bons emplois du temps. Je vois les medics qu'on a dans notre coin où ils font du 24-72, donc ils travaillent pendant 24 heures, ils sont au repos pendant 72 heures, ils ont des super ambulances vraiment très récentes. C'est quand même un très bon système. Mais par contre, ils font que ça, eux, ils font que de l'ambulance. Et nous, on fait du secours à victimes. Désolé, il y a un mec qui fait des, je sais pas si on entend le bruit derrière, mais il y a un mec qui fait des travaux là. Euh, En contrepartie, nous, on fait aussi du secours à victimes alors, en tant que pompier. Alors même sur ces camions-là, ça surprend, tu vois. Mais là, j'ai une échelle derrière moi, tu vois. Même avec ces camions-là, on fait du secours à victimes. Mais le seul truc, c'est qu'on fait pas le transport. Donc, étant donné qu'on est tous au minimum IMT, IMT basique, on fait du secours à victimes. Mais ouais, comme je te disais, on arrive, on fait les soins, on fait massage cardiaque s'il y a besoin, on fait le trauma, peu importe. Et ensuite, en général, on passe le relais aux medics quand ils arrivent, ou sinon parfois, comme ce matin, on a eu le cas 2 fois. En fait, eux, ils nous appellent en renfort parce qu'ils ont besoin de personnel en plus, quoi. Parce qu'ils sont que deux dans les Ok, ambulances d'accord. où je travaille. D'accord. Donc les médics, on peut dire qu'ils ont les mêmes compétences que le SAMU, quoi. Les paramédics, oui. Paramédics, oui, c'est vraiment un niveau très 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 élevé de médecine. Médecine d'urgence, hein, c'est pas de la médecine de médecin traitant. Mais oui, c'est vraiment extrêmement élevé le niveau paramédic. Il y a 3 niveaux en fait. T'as le niveau basique, le niveau intermédiaire entre les deux, et ensuite le niveau paramédic. Moi, je suis basique. La seule raison pour laquelle je suis pas paramédic, c'est que j'ai absolument aucun intérêt en fait à devenir paramédic. Ça prend déjà ça prend des années d'études. C'est des années d'études, c'est quand même très 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 poussé. Et c'est surtout qu'on peut pas en fait, on peut pas opérer au niveau paramédic. Non, à cause de nos contrats, comme je te disais, les contrats qui sont signés, négociés, on opère au niveau uniquement basique. C'est-à-dire que même si tu es paramédic, légalement, techniquement, t'as pas le droit d'exercer au niveau paramédic. On n'a pas les outils paramédics à bord de nos camions. Et voilà, donc ce serait beaucoup d'argent pour aucune compensation financière. C'est aussi énormément d'heures en plus de recertification tous les 4 ans. Donc j'ai pas vraiment d'intérêt, quoi. Ok, d'accord. Et donc toi, tu préfères ce mode de fonctionnement à l'américaine que plutôt ce qu'on fait nous en France? Ah oui, moi, je trouve que ça marche très très bien. De toute façon, en France, ça fait des années que je le dis qu'on va être obligé d'y arriver et qu'on va être obligé d'avoir un système comme ça parce que c'est un système qui est en train de, on est sur le bord du précipice de l'implosion du système français. Ça ne marche plus. Ça a marché pendant longtemps, mais c'est plus du tout un système qui est adapté aux conditions actuelles.
on va être obligé en France d'adapter le système paramédic, en fait, la division d'un côté on a des pompiers, de l'autre côté on a de l'ambulance, on a des gens qui font que ça, d'un côté et de l'autre, parce que mais en fait les pompiers sont vraiment surutilisés en France, ils sont sollicités et, au bout d'un moment ça marchera plus. Enfin, au bout d'un moment, dans pas très longtemps, hein, d'ici quelques années, ça va être une obligation. Ils vont pas avoir le choix que de fonctionner comme ça. Et il ferait bien de se pencher sur la question, les SDIS et tout ça en France, parce que un jour ça va les taper en plein dents et ils vont pas comprendre ce qui se passe, quoi. Et c'est surtout en fait au détriment de la population. Surtout ça le gros problème. C'est pas les SDIS, on s'en fout les égos de chacun, peu importe. C'est juste que un jour la population va se retrouver sans personne pour venir s'occuper d'eux, parce que il y a de moins en moins de personnes qui veulent pompier en France. Ça devient très difficile de trouver du monde. Les gens qui sont dans les pompiers, parce que je parle à quand même énormément de monde, donc c'est pas juste une ou deux personnes, c'est des centaines et des centaines de personnes depuis les années que je suis en ligne. Donc je parle à tout le monde. C'est le même constat partout, quoi. Il y a un ras-le-bol, mais absolument pharaonique et généralisé dans toute la France, quoi, des services d'urgence. Donc, il va falloir qu'ils se réveillent rapidement, je pense, les 10 en France, s'ils veulent pas se retrouver avec une mauvaise surprise d'ici peu. D'accord. Ouais. Et sinon, pour ce qui est des équipes au niveau des grades, comment ça se passe? C'est la même chose qu'en France? C'est des grades qu'on peut retrouver dans Non, pas du tout. l'armée Pas du tout. ou c'est totalement différent? Non, c'est différent, c'est différent. Bah, c'est des appellations à la française, mais en France, on a 50 grades à tous les niveaux et chaque niveau débloque un petit peu plus de connaissances. Alors que si on essaie vraiment de généraliser, vraiment de généraliser les connaissances autant que possible, on a moins de division des classes, on va dire. C'est par exemple moi, alors là où je suis aujourd'hui, c'est juste mon emploi à temps partiel, c'est pas mon emploi à temps plein. Mais là où je travaille à temps plein, on a le grade de pompier, on va dire. Dans le pompier, tu as le niveau 1, 2, 3, voilà, mais c'est à toi. Il n'y a aucune distinction entre un pompier 1 et un pompier 3, par le temps et les certificats que tu as obtenus par toi-même, et puis l'ancienneté aussi. Mais je veux dire, il y a aucun signe distinctif, quoi. T'as un t-shirt qui dit firefighter, tu vois, c'est tout. Au-dessus de ça, il y a les conducteurs, donc ce qu'on appelle AO, pareil, niveau 1, 2, 3. Au-dessus de ça, on a des captains, niveau 1, 2, 3, et ensuite on a nos district chiefs qui eux supervisent toutes les opérations, quoi. Voilà. Donc on va dire un pompier, c'est un niveau de la caserne. Le AO, le conducteur temps plein, il est là pour conduire les engins à la caserne, enfin l'engin principal à la caserne. Et il conduit aussi le captain. Donc il y a un conducteur qui est assigné à un captain qui est responsable de la caserne pendant 48 heures. Il est responsable de la caserne, des inters, de ses mecs, de l'entraînement, de tout ce qui se passe aussi bien en bien qu'en mal, et surtout en mal d'ailleurs. S'il vient à se passer des trucs comme ça, les chefs ils vont directement venir demander au captain qu'est-ce qui se passe. Donc comme je disais, au-dessus de ça, t'as le captain. Le AO, le conducteur, fera le rôle intermédiaire quand le captain n'est pas là aussi. Et puis au-dessus de ça, ouais, t'as le chef. Alors nous, on a un ensemble de 9 casernes là où je bosse à temps plein à Spring, au nord de Houston. Et donc le chef, pareil, il supervise ça pendant 48 heures, les 9 casernes d'un coup, quoi. D'accord. Mais donc ce chef-là qui supervise les 9 casernes, c'est en fait un chef de centre chez nous en France? C'est l'équivalent d'un chef de centre, oui. Oui, parce que voilà, sauf qu'il est chef de centre pendant 48 heures et il supervise 9 casernes plutôt qu'une seule caserne, quoi. On va dire le capitaine, c'est l'équivalent du chef de centre à un niveau localisé, quoi, dans une petite caserne. D'accord. Bah, d'ailleurs, toi, je crois savoir, c'est depuis pas si longtemps que ça que tu es passé capitaine? Je viens juste de passer captain. Ouais. J'ai fait un tour de garde en tant que captain pour l'instant. Donc voilà. Bah, Je fais mon deuxième. félicitations. Merci beaucoup. Je fais mon deuxième vendredi, samedi là. Donc voilà. Donc j'ai ma caserne qui m'a Ok, d'accord. attitré, j'ai mon équipe qui m'a attitré, j'ai choisi un conducteur, donc j'ai un conducteur qui m'a attitré et voilà. Donc je suis responsable de tout ça là, de tout ce petit monde et de leur bien-être et du déroulé des interventions et des rapports et de tout un tas de trucs, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Et
j'imagine au niveau de tout ce que tu as parlé des rapports, tout ça, au niveau des papiers, c'est beaucoup plus léger qu'en France ou c'est pas pareil? N'ayant jamais été pompier en France, ça, je pourrais pas. C'est une question à laquelle je pourrais pas te répondre. On en revient. Alors, ça arrive souvent qu'on me demande des comparaisons entre ici et la France. Je peux toujours Ouais, expliquer de manière plus ou moins détaillée comment ça se passe ici, plus ou moins détaillée suivant le nombre de minutes ou d'heures que les gens ont. Mais je peux pas vraiment. Il y a certains trucs, je peux pas vraiment comparer le système que je connais ici au système français, étant donné que j'ai jamais été pompier en France. Mais connaissant la France, j'imagine qu'on a beaucoup de paperasse pour pas grand chose. Ici, on essaye de streamline, ce qu'on dit, hein, d'essayer, on essaye de minimaliser la paperasse, quoi. Donc voilà. Ok, d'accord, ça marche. Et sinon, tu as donc t'as parlé de la green card pour pouvoir travailler aux États-Unis, Mhm. pour pouvoir y rester. Euh, Comment ça se passe pour l'avoir? Je crois savoir, il y a une loterie qui existe, mais il y a d'autres moyens pour l'avoir? Il y a une loterie qui existe, oui, qui est ouverte un mois tous les ans, en fait, qui donne la possibilité, si tu es sélectionné, alors je crois qu'ils sélectionnent jusqu'à 50 000 personnes par an. En tant que Français, d'ailleurs, on a des bonnes chances de pouvoir y participer. C'est pas pour tous les pays du monde, mais en tant que Français, on a des bonnes chances d'être sélectionné. Ils choisissent jusqu'à 50 000 personnes par an, en fait, et ça te donne le droit de pouvoir demander une green card sans forcément répondre aux conditions particulières. Après, il y a plein d'autres façons d'obtenir une green card, donc via le travail, mais en général, ce sera temporaire, via le mariage, si on a des habits, des, merde, des talents spéciaux, quoi, des sportifs, des artistes, des trucs comme ça. Il y a des green cards qu'on peut obtenir en étant investisseur, enfin investi dans des compagnies américaines ou des trucs comme ça. Euh, il y a plein de moyens. On me demande très souvent en fait des conseils sur l'immigration aux États-Unis. Je fais toujours référence en fait, j'envoie toujours les gens sur une route plus sûre en fait, et d'aller consulter un avocat spécialisé en immigration aux États-Unis. Il y en a plein, il y en a même en France, il y en a beaucoup qui se spécialisent dans le domaine parce que c'est non seulement c'est un domaine qui est vraiment quand même très particulier, très personnel, très complexe, mais c'est surtout que c'est un domaine qui est très changeant. Tu vois, par exemple, entre Biden et Trump, c'est le jour et la nuit, c'est deux univers différents, quoi. Donc, c'est très, très changeant et je recommande et je conseille vraiment à personne d'écouter qui que ce soit en ligne, des vidéos de TikTok, de je sais pas quoi, de gens qui pensent être calés en fait dans le sujet, alors que ce qu'ils disent s'appliquer à eux, ça s'appliquera peut-être pas à la personne qui regarde ça, et surtout ça a peut-être changé en fait depuis le temps où tu regardes les informations, quoi. Donc Tout à voilà, ou fait. sinon d'aller consulter le meilleur moyen, c'est vraiment d'aller consulter le site USCIS, qui est les services d'immigration aux États-Unis. Très bien. Mais USCIS. Ouais. il y a aussi le fait, je pense qu'on peut aussi recommander aux gens, c'est de déjà se rendre sur place, de venir en vacances, voir comment ça se passe dans le pays, se faire des contacts, s'ils ont aussi des possibilités aussi. Oui, C'est oui, même bah pas bien sûr, venir, hein, voilà, tête baissée, quoi. ouais. Bah, moi, je suis venu tête baissée, alors je peux pas, je suis mal placé pour donner, pour donner Ouais, non, pour mais nous parce qu'il y dire a des de gens, pas voilà, faire quoi, ça. ça peut, comme tu l'as dit, au niveau de l'immigration, c'est très dur aux États-Unis, et c'est pour éviter justement les problèmes, justement, c'est pour faciliter la chose, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est bien de venir un peu faire un peu d'exploration et voir ce qu'on peut y voir ce qu'on peut y trouver. Est-ce que ça nous convient, est-ce que ça nous convient pas. Après, il faut garder à l'esprit que entre les vacances et y vivre, c'est quand même deux choses différentes. Ouais. Mais oui, c'est bien de venir quand même en éclaireur et voir un peu ce qui se passe avant de mettre toutes ces billes dans le même panier et puis d'essayer de tenter une vie aux États-Unis, quoi. Comme je dis toujours, c'est pas un monde qui conviendra à tout le monde ici, mais si ça te convient, particulièrement au Texas, là où je suis, mais si c'est un truc qui te plaît, c'est excellent. Tu te fais plaisir, c'est la belle vie. Et moi, ça me plaît. Donc. Ok. Et sinon, j'aimerais que tu nous expliques quels est un peu les horaires de travail d'un pompier, comment ça dure les gardes, tout ça, comment ça se passe. Ouais.
Alors, encore une fois, étant donné que rien n'est standardisé, je peux parler en notre nom à nous, à Spring, là où je travaille. Mais tu vas voir, je vais te donner deux exemples, les deux mêmes exemples que j'utilise depuis le début, et tu vas voir à quel point c'est différent. À Spring, là où je bosse à temps plein, nous, on fait du 48-96. On fait 48 heures de travail, 96 heures de repos. À Houston, qui est le gros service incendie au sud de nous, eux, ils font 24 heures de garde, 24 heures de repos, 24 heures de garde et 5 jours de repos. Et ils font un roulement comme ça, en fait, sur 4 chiffres. Donc, c'est quand même des emplois du temps qui sont très différents. Tu as des gens qui font du 24-48, qui font 24 heures de garde, 48 heures de repos. Ça, c'est l'horreur. J'aime pas du tout. 48-96, c'est un rythme qui nous convient parfaitement bien parce que, étant donné comme je disais tout à l'heure, on a 9 casernes, en fait, qui sont réparties dans notre territoire qui est quand même assez grand. Mais étant donné qu'on a 9 casernes, ça permet à chaque caserne de pas recevoir 20 départs par jour, quoi. C'est 3, 4, 5 départs par jour, on va dire, en moyenne dans chaque caserne. Il y a des jours où c'est plus ou moins chargé, mais c'est quand même relativement tranquille, quoi. Donc le 48-96 te permet d'être au travail pendant 48 heures, t'as le temps de prendre le temps, en fait. T'es pas obligé de tout presser, de tout se dépêcher, tout ça. Alors que par exemple, Houston, t'y vas tous les matins, faut aller avec le camion, faut aller faire les courses, faut ceci, faut cela. Donc c'est quand même plus plus speed, quoi, comme rythme, on va dire. Après, ouais, il y a plein de façons de faire, mais moi le 48-96 c'est vraiment ce qui me convient très bien. J'y suis habitué, donc vraiment je suis parti pris, mais ça me convient grandement, quoi. Ok, d'accord. Et sinon, comment ça se passe au niveau du logement? J'imagine, tu as parlé de Houston, eux doivent vivre en caserne, vu qu'il faut qu'ils soient très souvent disponibles. Toi, comment ça se passe? Tu vis en caserne ou tu as ton propre logement? Alors, il y a pas de logement de fonction comme on trouve en France. Ça, c'est un truc qui D'accord. n'existe pas ici. Ça, je pense qu'à l'échelle nationale, c'est un truc qui n'existe pas du tout. J'ai jamais entendu parler de ça nulle part aux États-Unis. Donc, on a tous nos propres logements ici et là. Et puis ensuite, on est logé, oui, pendant 48 heures à la caserne. J'ai ma chambre. Bon, voilà, maintenant, en tant que capitaine, j'ai ma chambre qui fait bureau, j'ai ma propre salle de bain, j'ai tout. C'est un hôtel 5 étoiles, quoi. Donc, c'est la classe. Mais sinon, oui, on a notre chambre privative, on a salle de bain, donc ça dépend là où tu vas, soit c'est collectif, soit c'est privatif. À Spring, il y a des années quand ils ont construit toutes les nouvelles casernes, ils ont pris la route des chambres privatives, donc on a chacun notre chambre, on a des salles de bain qu'on se partage, voilà, puis tu restes pendant 48 heures à la caserne, quoi. On mange là-bas, on dort là-bas, on bosse tous ensemble, toujours la même équipe. En fait, c'est un roulement de 3 chiffres, c'est ce qu'on appelle. Et en fait, voilà, donc on vient pendant 48 heures, 96 heures de repos, et si tu comptes, ça fait un roulement sur 6 jours, en fait. Donc, c'est-à-dire que si, tu vois, par exemple, la semaine qui arrive, là, enfin, mon prochain shift, ça va être vendredi, samedi. Je serai de repos dimanche, je serai de repos dimanche, lundi, mardi, mercredi. Je repars au travail jeudi, vendredi. La semaine après, ça sera mercredi et jeudi. En fait, c'est toujours un roulement de décalé d'un jour comme ça en arrière. Donc, ça me permet de savoir, même en 2045, quel jour je travaillerai ou pas. Du moment que je reste dans le même shift, en fait. Il y a le shift A, B et C. Et ça me permet de savoir, en fait, exactement quand je vais travailler ou pas. Après, durant mes jours de repos, je peux faire comme je fais actuellement, là, des heures supplémentaires où je peux avoir un autre travail ou peu importe. Je peux rester à la maison à me tourner les pouces ou je peux aller bosser ailleurs. D'accord. Donc, tu as parlé il est possible du coup d'avoir un autre boulot à côté du métier de pompier, car je sais qu'en France, vu que les pompiers sont fonctionnaires et dépendent de la fonction territoriale, il faut qu'ils demandent à leur hiérarchie s'il y a possibilité justement d'avoir un autre emploi à côté. Et vous, il n'y a pas C'est besoin. le côté procédurier de la France, hein. Faut demander, faut tout demander, faut avoir la permission de tout, tout est interdit. Non, non, c'est la grosse différence entre un système socialiste et un système capitaliste, hein. Forcément, capitaliste, si je voulais avoir 5 tafs et travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce serait mon problème, quoi. Donc, je connais des gens qui ont beaucoup plus de travail, quoi. Après, bon, ils sont pas au travail 24 heures sur 24, ils travaillent beaucoup, mais principalement les 7 jours, mais après, voilà, ils vont faire 48 heures à Spring, ils vont faire 24 heures
à Klein, là où je suis, ils vont faire 12 heures là-bas, ils vont faire 24 heures là-bas. Donc un peu, voilà, ça leur permet. Souvent, c'est les mecs qui sont jeunes, qui sont célibataires, des trucs comme ça leur permet de gagner énormément d'argent, de mettre ça de côté. Il y a beaucoup de gens en fait qui peuvent acheter des gros pick-up, des maisons, des trucs comme ça sympas assez jeunes. Ça leur permet de se mettre un petit confort tôt dans la vie. Comme ça, ils n'ont pas à s'occuper de ça plus tard, quoi. Ok, d'accord. D'accord. Tu pourrais nous montrer un peu l'équipement que tu as, par exemple, sur le camion. Je vois que derrière, tu as le camion de ce qui change Euh, en France que les pompiers français est-ce que n'ont peut-être pas. est-ce que je peux retourner à la caméra? Je sais pas si je peux retourner à la caméra. Ce sera plus évident. Ah non, alors là, je vais carrément couper. Non, là, tu l'as coupé. Voilà. Hum, bon, attends, Peut-être dans le paramètre, tu peux peut-être tourner. Il y a peut-être le truc paramètre de ton côté. facing back. Comme ça, tu peux peut-être changer. Voilà. Ouais, nickel. Alors, Voilà. ah là, voilà. Est-ce que tu vois? Ouais, nickel. Ok, parfait. Donc ça c'est Tower 34, donc c'est une tower ce qu'on appelle, donc avec un panier au bout là-bas. Donc c'est un moyen aérien, ce qu'on dirait en France. Et donc le capitaine s'assoit ici. Voilà. Donc les captains ont souvent toujours des casques rouges chez nous dans notre système. Et ici localement, c'est des casques rouges. On a un ordinateur qui nous montre toutes les inters et puis toutes les notes en temps réel. Tout ce qui se passe, vraiment, tout est décrit en temps réel. D'ailleurs, il y a le centre de dispatch qui est le bâtiment. Alors, je ne sais pas si tu le vois. Le bâtiment qui est juste derrière là-bas, c'est le centre de dispatch. Et eux, ils gèrent en fait cinq agences incendie. C'est-à-dire Klein, donc ici c'est 8 casernes, il y a Spring, c'est 9 casernes, et puis 3 autres services incendie, voilà, ils gèrent les dispatchs pour eux. Le capitaine a un aéri dans son siège, qui est une chose qui change en France, parce qu'en France, le capitaine, on va dire que c'est enfin, l'officier qui est à l'avant, le chef d'agré, on va dire que c'est une position plus, euh, c'est plus un appui, un soutien aux mecs sur l'intervention comme ça à l'extérieur que une vraie position dans l'intervention. Alors que ici, le capitaine fait partie absolument à part entière de l'intervention. On rentre dans les feux avec les gars, on est vraiment dans le cœur de l'intervention avec nos gars, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour le poste à l'avant. On a le poste arrière, pareil avec des aérés, des trucs comme ça. Donc là il y a on a le capitaine qui était là pour la journée, il est parti parce qu'il avait des trucs à faire. Moi, j'ai mon siège qui est là, avec mon équipement. J'ai mon casque qui est là. J'ai reçu un casque neuf il n'y a pas très longtemps, donc j'ai une petite helmet cam dessus. Je sais pas si tu vas la voir, mais j'ai une petite caméra pour pouvoir filmer mes inters, une lampe. J'ai un qui va te faire marrer sur ma veste. Ça dit, j'ai réussi à avoir mon surnom dessus, donc Frenchy. Voilà. Après, ouais, voilà, c'est l'intérieur des camions est quand même relativement spacieux comparé à ce qu'on peut trouver en France. C'est quand même très très confortable, on va dire. On n'a pas à se plaindre. Et puis après, bon, il y a plein d'autres composants de ce camion qui sont vraiment exceptionnels, quoi. C'est vraiment du très très beau matériel. Il me semble pas que en France les camions de pompiers SA, en tout cas les échelles, je sais pas si tu le vois ici, on a Breathing Air, donc un cylindre en fait pour Ouais. qui te donne la Les possibilité de casques, je respirer. trouve, changent vachement Ah oui, bah que oui, les les casques, casques ouais. français. Ah oui, les casques, c'est totalement différent. Mais ouais, ce que je disais, c'est que en fait, t'as un cylindre ici qui te permet de te connecter directement dans le panier et de pouvoir respirer de l'air directement dans le panier sans passer par ton aéré, ce qu'on appelle donc l'appareil respiratoire isolant, en fait, qui te permet de respirer dans le feu, quoi, dans des milieux enfumés. Là, il y a une deuxième terre, donc celle-ci qui est de réserve. Donc elle sert pas pour l'instant, mais dès qu'il y a besoin, elle est mise en service, voilà. Dès qu'il y en a une qui est en maintenance, celle-ci prend le relais en fait. Comme ça nous permet de pas avoir de délai d'intervention ou quoi que ce soit.
Voilà. Donc les camions sont relativement sales parce qu'il pleut en ce moment, il pleut aujourd'hui, on est sorti tout à l'heure, mais sinon ils sont gardés propres et impeccables en permanence, quoi. Voilà. Pour te montrer un peu la différence. Je reviens. Je sais pas si tu me vois encore. Moi, je te vois plus, mais je crois que toi, tu me vois. T'es encore là? Allô, allô? Ah, désolé, nous avons été éjectés, ça a bugué. Je vais mettre sur pause. Bon voilà, mis à part ce léger contretemps, oui, ben, merci d'avoir montré un peu cet équipement. C'est vrai que vous êtes pas mal à la pointe. Et j'avais une autre question. Comment se passe d'ailleurs l'entraînement? Tu as parlé que le capitaine organisait l'entraînement de ces gars au niveau du sport, tout ça. C'est quoi un peu le programme? Comment tu fonctionnes? C'est vraiment, alors au niveau du sport, c'est un peu libre. Alors c'est à moi de mettre en place tout un programme en fait des journées pour mes gars. Alors il y en a qui vraiment qui laissent faire. Vas-y les gars, vous avez de l'expérience, faites vraiment tout ce que vous voulez. On répond juste aux interventions. Moi j'ai quelques débutants, donc je vais essayer de leur mettre un peu de structure. Ce qu'on va faire, c'est on va faire des consumption drills le premier jour de notre tour. En fait, c'est on se met en tenue. On fait du sport, je crois qu'en français on appelle ça du sport appliqué. Donc en tenue avec l'aérie, on respire de l'air, on fait du sport jusqu'à temps vraiment qu'on ait respiré toute la bouteille d'air. Ça nous permet de gagner un certain confort en fait de travailler en tenue, une certaine habitude, voilà. Et sinon après c'est des séances sportives un peu normales, alors c'est soit de la muscu, soit du crossfit, soit des trucs comme ça. C'est un peu moins mon délire. J'aime bien le sport en tenue, tout ce qui est crossfit et tout. Donc, je suis assez grand, assez lourd, c'est moins mon truc. Donc, faut que je m'y remette un peu. Puis, pour les 2 dernières années, j'ai étudié de manière, on va dire, très, très intense. Donc, j'ai un peu lâché ce qui est, toute la partie vraiment intense sportive. Donc, faut que je m'y remette, quoi. Faut que je m'y remette. Mais sinon, après, oui, le résultat, Ok, on ne pas d'accord. que le sport. Et Après, il y a tout un tas de manœuvres, oui, on a plein de trucs à aller découvrir, des bâtiments, des trucs oui, comme ça manœuvre dans notre technique. territoire. Donc, ouais. Mhm. Et ouais, mais une dernière question avant de pouvoir te remercier que tu puisses retourner à tes occupations. C'est au niveau du caillassage. Je sais qu'en France, il y a souvent les pompiers peuvent être amenés sur des interventions et être caillassés. Comment ça se passe ça pour le Texas? Est-ce que tu as déjà vécu ça ou ça n'existe pas du tout? Non, ça n'existe pas du tout. C'est déjà les gens, ils ont du savoir-vivre ici. Il n'y a pas d'incivilité de ce genre-là. Et non seulement ça n'existe pas, mais en plus, si ça existait, ce serait vraiment réprimandé. Encore une fois, je vais me répéter, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la France ici. Ouais. C'est pas le système laxiste de je laisse tout Mhm. faire et puis voilà. Jean Chopin une fois de temps en temps. Non. Ici, ce serait puni très 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 sévèrement. Et mais il n'y a même pas besoin de ça en fait, parce que Mhm. c'est vraiment un phénomène franco-français ou européen quoi. Je sais même pas si on trouve ça ailleurs dans un autre pays qu'en France. Et c'est encore une fois dû au laxisme extrême de la République française quoi. On laisse faire, on laisse tout faire sans quasiment rien pénaliser, ou en tout cas pas les actions de ce genre. Donc forcément, quand on te laisse faire et qu'il n'y a aucune répartie de l'autre côté,
les gens ils continuent quoi. Mais après non, les gens ont du savoir-vivre ici, ils sont très très civilisés, ils ont du savoir-vivre, donc il y a pas de, on n'a absolument pas ce genre de problème quoi. C'est un truc qui n'existe pas. C'est un problème franco-français malheureusement Ouais. auquel il va falloir trouver une fin rapidement quoi. Oui, oui, les Américains, ben, ils sont fidèles à leur réputation. C'est des gens qui respectent l'uniforme, que ce soit la police, et des anciens Tout à fait, militaires. On voit que tout à les fait. anciens militaires sont très respectés aux États-Unis et c'est pas le cas de nos anciens combattants en France. Ouais, Donc, euh, donc malheureusement. voilà. Après Mais ben avec hmm, c'est à la France de gérer ce problème. Hein. Il y a personne qui va gérer oui, tu ça voulais rajouter quelque pour la chose? France autre que la France. Hein. Hmm. C'est aux gens de gérer ça, c'est au système de gérer ça, c'est à la République française de gérer ça. Voilà. Plutôt que d'essayer de trouver des nouvelles taxes, peut-être qu'il ferait mieux trouver des moyens de protéger leur système de secours, quoi. Hmm. Voilà. Tout à fait. Je suis tout à Malheureusement. fait d'accord avec toi. Ben écoute, Jérémy, je vais te remercier de ta Ben, merci disponibilité. beaucoup à toi. Ouais. Je vais également remercier tous ceux qui suivront cette vidéo. N'hésitez pas ben, à liker, partager, vous abonner. Allez voir la chaîne aussi de Jérémy, Fire Frenchy. Comme ça, C'est ça. vous pourrez voir un peu ce qu'il Sur fait. YouTube, sur TikTok. J'ai plus TikTok en ce moment parce que je suis sûr que tu as suivi l'actualité. Il y avait TikTok qui a été banni juste avant la fin du mandat de Biden. Et en fait, je l'avais Ouais. encore sur mon téléphone et ça me saoulait parce que machinalement, je l'ouvrais. Et à chaque fois, ça me mettait une page noire. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, ça me gonfle. À chaque fois, d'avoir une page noire, je vais juste effacer l'application et puis je la remettrai quand ce sera de retour. Bah, chose que je savais pas, c'est que 12 heures après, Trump, il avait mis la pression pour Trump, que il a le remis. truc soit de retour. Ouais, et Ouais. sauf que alors l'application marche maintenant si tu l'as sur ton téléphone, mais moi en fait tu peux plus la télécharger. Donc je l'ai effacée et l'application en elle-même marche, mais je peux pas la télécharger. Donc Ah on oui, peut pas la d'accord. télécharger pour le moment. Ouais, parce que le téléchargement est bloqué. Je me suis dit putain, qu'est-ce que j'ai été faire à effacer ça. Donc, mais les gens peuvent sur Instagram, sur YouTube, partout, tous les moyens normaux Instagram, ouais. de nos jours. Fire Ouais, Frenchy. c'est ça. Par Franchise 73, je crois, sur N'hésitez Instagram. pas à aller voir sa chaîne si ça vous intéresse. Avec grand plaisir. Tout le monde est bienvenu. Voilà. Merci à toi, Ben, encore Thibaut. merci, Jérémy, et je te dis sûrement peut-être à la prochaine. Ouais, Merci. bah à bientôt Allez, salut. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bonne fin